Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut lire un rapport annuel Tenke efficacement parce que en tant qu'investisseur, on veut utiliser la matière première la plus brute et qualitative possible quand on veut faire l'analyse d'une société. Et pour les sociétés cotées et basées aux US, ça veut forcément dire ouvrir un rapport Tenke. Le rapport Tenke, c'est un rapport standard dans le sens où il est toujours construit de la même manière, qui présente une vue d'ensemble de la situation financière d'une société à un instant T et qui contient notamment les états financiers au titre de l'année écoulée. C'est donc le document le plus important qu'une société publie chaque année et c'est un document, contrairement à d'autres, dont les informations ont été fiabilisées par des auditeurs. Mais le truc, c'est que c'est un rapport qui peut être long, souvent entre 100 et 150 pages et on manque tous de temps. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter les parties les plus importantes d'un Tenke, c'est-à-dire celles que vous devez lire à minima et les sections à parcourir si vous avez envie d'aller plus loin. Et vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de choses à lire que ça quand on sait où regarder. On commence par la première chose que l'on vient chercher dans un rapport annuel, ce sont évidemment les états financiers. Vous allez les retrouver dans l'item numéro 8 avec le bilan, le P&L et le Statement of Cash Flow. Là, on est dans une logique d'efficience, donc il s'agit dans un premier temps de scanner rapidement les principaux postes comptables et de noter ce qui nous semble bizarre ou inattendu. Et donc les trucs que je regarde toujours au minimum personnellement, c'est, alors je commence par le P&L, donc avec l'évolution du revenu, je vérifie que c'est à peu près ce que j'attendais en termes de croissance. Il y a l'évolution de l'EBIT, donc du résultat opérationnel, également le résultat net, et je jette toujours un coup d'œil au nombre d'actions en circulation en bas du P&L pour s'assurer que ce nombre n'est pas en augmentation. Ensuite, je vais directement voir le cash flow statement et je vérifie donc l'évolution des cash flows opérationnels. Je regarde aussi comment bougent les capex moi j'aime bien toujours faire mes petits calculs, donc je prends toujours le temps de calculer moi-même les free cash flow, N-1 et N-2 éventuellement, et de constater l'évolution. Je jette également un coup d'œil à l'allocation du capital. Donc, est-ce qu'ils repayent leurs dettes? Est-ce qu'ils ont fait des acquisitions, payé un dividende, racheté leurs actions, etc. Ce sont des choses hyper importantes et ça ne coûte rien de jeter un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a rien d'inhabituel. Ensuite, selon la société concernée, je vais être amené à jeter un coup d'œil à des choses différentes. Donc, par exemple, le niveau des dettes financières au bilan, si la société est endettée, le niveau de cash à l'actif ou d'autres éléments selon le type de société. C'est hyper important de jeter un coup d'œil même rapide aux états financiers avant de lire quoi que ce soit d'autre pour minimiser les biais qu'on pourrait avoir et c'est important de noter tout ce qui peut nous sauter aux yeux parce que on va se mettre à chercher les réponses à nos questions dans le reste du rapport et notamment dans la section dont on va parler maintenant, qui est la section Management Discussion and Analysis, MD&A, que vous allez retrouver dans l'item numéro 7. Et cette section, elle porte bien son nom puisqu'il s'agit des commentaires du management sur les résultats publiés. C'est une section un peu plus libre que les autres, dans le sens où le management peut partager sa vision de l'histoire, quelles sont les tendances du secteur qui ont drivé les opérations, etc. Et dans la sous-partie Results of Operation, vous avez aussi des tableaux qui apportent un niveau de détail supplémentaire sur certains éléments, par exemple la croissance du revenu par produit ou géographie. Et de manière générale, dans cette partie MD&A, il peut avoir, je trouve, des informations très claires sur le fonctionnement du business, la stratégie mise en place par le management, etc., qui sont souvent plus concises que dans la première partie du rapport dont on va parler juste après, la partie business qui décrit l'activité de la société. Alors, j'estime que pour faire le suivi d'une société, un scanning efficace des états financiers et de la section MD&A, ça pourrait suffire à condition de relativement bien connaître les fondamentaux de la société. Mais dans le cas où vous voulez aller plus loin dans l'analyse, il y a des sections auxquelles vous pouvez vous intéresser, comme par exemple celle des notes annexes aux états financiers. Et parmi celles qui sont précieuses en termes de détails, il y a notamment la note sur les dettes financières.
Et dans cette note, vous allez pouvoir trouver les différents emprunts en cours, leurs taux d'intérêt, leurs échéances respectives, etc. Et celle-ci, elle est vraiment incontournable pour affiner votre analyse de l'endettement d'une société. Dans le même esprit que la sous-partie dans la section MD&A, vous avez la note Segment Reporting où vous avez le split donc par segment, donc c'est souvent par produit ou par géographie, des différents postes comptables du PNL ou du bilan. Et ça peut être intéressant pour enrichir votre analyse ou pour trouver des réponses à certaines de vos questions. Ensuite, selon la société concernée, vous avez des notes qui peuvent vous aider sur des sujets précis du type la note sur les stock options, donc les rémunérations en actions. Alors ça, c'est un sujet très complexe comptablement, je trouve, mais c'est à cet endroit que vous avez le plus d'informations à ce sujet et ça vous permet de faire votre petite popote. Pareil, selon les sociétés, vous avez aussi des fois une note Commitment and Contingencies sur les litiges commerciaux ou avec le personnel. Ça, vous pouvez du coup, pareil, la scanner rapidement pour vous assurer qu'il n'y ait pas quelque chose de significatif qui vous aurait échappé. Et cette partie, elle peut être pertinente pour alimenter notamment votre compréhension des risques. Et justement, concernant les risques, il faut que je vous parle d'une partie du rapport qui n'est pas très fun et pas vraiment obligatoire, mais je pense quand même que c'est à lire au moins une fois si vous voulez analyser de manière relativement complète une société. Ce sont les parties qui sont au début du rapport, donc l'item 1 business et l'item 1A risk factors. Et ce sont des sections qui portent bien leur nom puisque c'est une présentation plus ou moins dense de l'activité et des principaux risques de la société. Et vous voyez que c'est relativement long, mais en tant qu'investisseur, je pense que c'est important d'avoir une bonne compréhension de l'activité et des risques des sociétés dans lesquelles on investit. Et ces parties, ça peut être un bon point de départ. Et quitte à ne pas tout lire, moi je préfère me concentrer sur les business risks. Donc c'est la première sous-partie de l'item 1A. Ce sont ceux qui arrivent en premier et ce sont les risques en fait qui sont spécifiques à l'entreprise et à son secteur. Et quand ils sont bien adressés par la société, ça peut vous apporter des billes supplémentaires. Pour conclure, on peut reprocher à la SEC et aux organismes qui gèrent les normes comptables d'avoir rendu ce type de rapport lourd et indigeste en obligeant les entreprises à discloser de plus en plus d'informations. Néanmoins, je continue de penser que les rapports annuels comme le 10K restent une bénédiction pour les investisseurs parce que c'est une source d'informations riche et fiable sur la base de laquelle on peut commencer à travailler. Et on a parlé du 10K aujourd'hui, mais au final, ce qu'on a dit, ça s'applique plus ou moins à tous les rapports annuels de sociétés cotées sur les principaux marchés. Le principe est toujours le même. Avant même de parcourir un rapport, il faut que vous ayez des attentes sur la croissance, l'évolution des marges, les principaux enjeux, l'allocation du capital, etc. Et vous allez commencer la lecture du rapport par le scanning des états financiers en notant tout ce qui est différent plus ou moins de vos attentes. Et ça pour limiter les biais quand ensuite on va se focaliser sur l'histoire racontée par le management dans les sections dédiées et quand vous allez chercher toutes les réponses à vos petites questions. Et le maître mot, ça reste bien entendu comme d'habitude esprit critique et aussi efficience si vous voulez être capable de le faire pour plusieurs sociétés de manière régulière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!